Ce soir dans E = M6, les phénomènes paranormaux décryptés par la science. Bruits étranges, portes qui claquent, apparitions en tout genre, 13% des Français croient aux fantômes. Notre équipe a passé la nuit dans un château dit hanté, en compagnie d'une médium. Des scientifiques vont analyser ces interprétations. Les 2/3 des habitants de la Terre croient en la réincarnation. Est-il possible qu'une partie de nous survive? Sophie est persuadée d'avoir eu une vie antérieure. Comment l'expliquer? Un neurologue et un réanimateur nous répondent. Face à l'infiniment grand de l'univers, difficile de croire que nous soyons les seuls êtres vivants et que la Terre soit la seule planète à accueillir la vie. Mais sous quelle forme une vie extraterrestre pourrait-elle exister? Des vaisseaux spatiaux ont-ils pu venir sur Terre sans que l'on s'en rende compte? C'est notre enquête. Bonsoir. Des extraterrestres auraient visité la Terre dans des soucoupes volantes. L'âme ou l'esprit des personnes, après leur mort, se réincarnerait dans d'autres individus. Certaines maisons seraient hantées. Tout cela est-il possible? Quel est l'avis de la science et des scientifiques sur ces phénomènes ou ces croyances? On en parle ce soir dans E = M6. Un bruit suspect, une lueur étrange, ça y est, nous sommes persuadés que notre maison est hantée par un esprit. Mais qu'en pense la science? Pour le savoir, nous avons passé une nuit dans une maison hantée avec Lexa, une authentique chasseuse de fantômes, et nous avons soumis ces conclusions à des scientifiques. Vous allez comprendre ce qui a pu amener les propriétaires à croire à l'existence de ce fantôme. Reportage de Jessie Picard. Bruit suspect, porte qui claque, apparitions en tout genre, 13% des Français croient aux fantômes. Dans les films ou les livres, ils sont transparents ou cachés sous un drap. Mais peut-on dire que les fantômes existent? Qu'en pensent les scientifiques? Ce n'est pas parce que le phénomène est inexpliqué qu'il est inexplicable. Sur ce point, deux écoles s'affrontent, les médiums contre les scientifiques. E = M6 compare leurs théories. Ce joli château du Poitou-Charentes, datant du XIVe siècle, a l'air bien paisible. Pourtant, selon ses propriétaires, il serait hanté, autrement dit, habité par des fantômes. Quand il y a 3 ans, Véronique et son mari ont acheté cette demeure abandonnée depuis 60 ans, ils ne pensaient pas avoir à cohabiter avec des colocataires invisibles. Pourtant, quelques jours après son arrivée, la famille aurait commencé à percevoir des phénomènes étranges. On a eu des apparitions, des bruits, des odeurs, des meubles qui étaient tirés, qui bougeaient, enfin des choses vraiment très étonnantes. Ça nous est arrivé à tous au sein de la famille, donc à tous les 5. Bon, de toute façon, vous allez passer la nuit là, vous verrez bien. Pas rassurée, notre équipe a courageusement accepté de veiller. Et pour l'accompagner dans cette chasse aux fantômes, Véronique a convoqué Lexa Marot, médium spécialisée en investigation paranormale, et Nicolas, qui l'assiste. La nuit promet d'être agitée. Déjà, en arrivant, Ouais. à l'étage, il y a du monde. Ah bon? Déjà. Donc, à mon avis, ça doit pas mal marcher. Hein. Ah, ça, souvent, on entend que ça se balade. Et pour détecter les fantômes, Lexa utilise un matériel très simple. Une caméra, un appareil photo et un enregistreur sonore numérique. Cet appareil nous permet d'enregistrer des sons numériquement pour rechercher les sons qui sont inaudibles de façon naturelle. C'est parti pour toute une nuit de chasse aux fantômes dans le château. Dans chaque pièce, Lexa essaie d'établir le contact avec l'intrus. J'aimerais bien que vous rentriez en contact avec moi. Mais sans résultat. Pourtant, au petit matin, alors qu'elle inspecte la cave, Lexa dit ressentir une présence. Venez parler avec moi. Dites au moins quelque chose. Rappelons qu'elle enregistre tout avec son appareil numérique. Qu'a-t-il détecté? Tu peux remettre? Remets-le. Alors je vais l'isoler. Les propriétaires en sont persuadés, il s'agit de la voix du fantôme. Historienne de formation, Véronique pense même avoir compris ce qu'il dit. On entend Pigna, non? Ouais, oui. La dernière fois, c'était la même... C'était la même Tu peux connotation. remettre? Ouais, remets-le. Alors je vais l'isoler. Pina
Piña serait selon elle le raccourci de soupigna, un mot de vieux français qui signifierait perturbateur. Pour en avoir le cœur net, nous avons soumis cet enregistrement à Florent Martin, membre de l'Observatoire de zététique, un centre de recherche et d'information sur les phénomènes paranormaux. C'est chez lui qu'il nous reçoit pour quelques expériences. Il y a 2000 explications possibles. Dans un bruit, comme tout ce qu'on peut entendre, comme une manche qui frotte contre une veste, ou quelqu'un qui se racle la gorge, ou alors un pied qui glisse par terre. Tous ces bruits qu'on appelle un peu bruit blanc, en fait, parce que ça, la base du son, c'est un peu chut. On a vite fait d'entendre là-dedans des éléments qui peuvent ressembler à des mots. Tout le monde pense entendre un mot très distinctif, piña. C'est aussi ce que vous entendez ? Pour notre scientifique, nous serions tous victimes d'une illusion auditive. Explication. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que si on ne vous dit pas ce qu'il y a à entendre, c'est très difficile de comprendre. Par contre, quand on vous a dit « Attention, est-ce que tu as entendu qu'à cet endroit-là, il dit ça ?» Bah là, d'un seul coup, tout le monde se met à le voir. Vous n'y croyez pas? Faites cette expérience avec nous. Attention, vous allez probablement avoir une illusion auditive. Prenons un célèbre morceau de rock chanté en anglais. Soyez attentifs. Il y a une chanson de Scorpions qui est assez connue qui s'appelle Still Loving You, où à un moment on entend le chanteur dit dans le refrain « So strong that I can't get through ». Mais en français, il y a une toute autre perception. Et si on vous dit « Ce soir j'ai les pieds qui puent », écoutez cette chanson, écoutez ce bout-là avec cette interprétation-là. Notre cerveau a donc tendance à rapprocher des sons inconnus de mots qu'il connaît. Mais pourquoi prêter ce son à la voix d'un fantôme? Explication avec Anna Cognier, psychologue. Il y a du réel, il y a quelque chose, mais au lieu de l'interpréter comme simplement un bruit de tuyauterie, on va s'imaginer, on va interpréter ce signe comme relevant d'un fantôme, d'une parole prononcée. Et vous allez voir qu'on peut aussi être victime d'illusions visuelles. La propriétaire du château nous montre cette fois des photos sur lesquelles elle pense voir un fantôme. Alors ça, c'est une photo qui a été prise par ma fille dans le salon là-bas. Cette photo est troublante, mais peut-on affirmer qu'il s'agit d'un fantôme? L'hypothèse la plus probable sur ce genre de cliché, en fait, c'est quand on observe quelqu'un qui est en train, par exemple, de fumer une cigarette. Et quand on fait une photo comme ça, en fait, il y a la fumée de la cigarette qui vient, la lumière du flash est réfléchie dans la brume de la cigarette. Et à ce moment-là, on se retrouve avec un effet comme ça, qui est en fait ni plus ni moins de la fumée blanche. Fumée blanche, buée venue des conduits d'eau chaude ou autres phénomènes physiques, plusieurs explications sont possibles. Mais Véronique, elle, voit distinctement les traits d'un humain. On peut voir en fait quand même assez nettement un profil, une espèce d'encolure, des bras, un début de robe et une chevelure. Ces illusions, cette capacité projective de l'être humain, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup en psychologie et qui nous sert même à comprendre, à connaître quelque chose de l'être humain. Les psychologues se servent de ces interprétations dans un célèbre test psychologique, le Rorschach. Cette expérience consiste à observer des taches d'encre et à dire ce que l'on voit. Par exemple, nombre d'entre nous voient ici une chauve-souris. Mais il peut aussi s'agir du profil de deux chiens dos à dos. Vous l'aurez compris, dans l'état actuel des connaissances, les scientifiques ne peuvent pas croire aux fantômes, au grand désespoir de notre médium. J'aimerais beaucoup que les scientifiques prennent plus de temps pour s'y attarder avant de juger, avant de dire que non, ce n'est pas possible. Il faudrait que les chasseurs de fantômes viennent avec des preuves qui sont un peu étayées, en fait. Parce que ça reste une porte qui bouge toute seule, un petit soufflement, une voix. Si les fantômes ils étaient capables de parler, est-ce qu'ils diraient pas autre chose de plus que Piña? Même s'ils n'ont pas la même interprétation de ces phénomènes, notre médium et notre scientifique s'accordent sur un point. Ils attendent des preuves valables. Sur Terre, 2 personnes sur 3 croiraient en la réincarnation. Est-il possible et comment qu'une partie de nous, qu'on appelle âme, esprit ou karma, survive à notre mort? Que penser des gens qui ont des souvenirs précis d'une vie antérieure? Nous allons tenter d'expliquer ce phénomène au travers du témoignage d'un anesthésiste réanimateur et de celui d'une jeune femme qui a vécu cette expérience. Reportage de Karine Lazare. Dans beaucoup de cultures, on croit à la réincarnation, la possibilité pour l'être humain d'avoir plusieurs vies. Et elle serait au nombre de 7 pour les hindouistes.
Les 2/3 des habitants de notre planète sont persuadés que notre vie sur Terre ne serait pas la première, que nous serions déjà passés par des époques et des expériences différentes. Mais qu'en pensent les scientifiques? E = M6 a mené l'enquête. Sophie est cadre supérieur et mère de famille. Un jour, au cours d'un voyage en Égypte, elle a ressenti une très forte émotion en visitant des vestiges. Elle a eu la sensation fulgurante d'avoir déjà vécu dans ce pays il y a très longtemps. Je suis rentrée dans un tombeau dans la vallée des rois, la tombe de Meremta. Et à peine rentrée dans ce tombeau, j'ai eu un chagrin immense qui m'a envahie et je me suis mise à pleurer, comme si j'avais perdu un être cher. J'ai bien sûr pensé à la réincarnation, les vies antérieures, mais je peux évidemment pas l'affirmer. Avoir déjà vécu une vie avant la nôtre, c'est le principe de la réincarnation. Selon certaines croyances, chaque vie serait liée à une énergie, que l'on appelle l'esprit, l'âme ou encore le karma. Une force spirituelle qui, au lieu de disparaître à la mort de la personne, va au contraire se recycler, être réutilisée en se logeant dans un autre corps, une nouvelle personne ou un animal qui vient de naître. Cet esprit voyageur porterait l'empreinte des vies qui s'accumulent en lui. C'est la raison pour laquelle certaines personnes auraient des souvenirs qui ne correspondent pas à leur vécu. Mais la science a-t-elle des explications? Pour le savoir, direction le CNRS de Toulouse où nous avons rendez-vous avec Emmanuel Barbeau, spécialiste du cerveau. Pour expliquer ce qu'a ressenti Sophie, il a une hypothèse plus simple que celle de la réincarnation, un phénomène bien connu de la science, le déjà-vu. Le déjà-vu, c'est on arrive quelque part, par exemple, et on a vraiment une très forte impression qu'on a déjà vécu cette scène. L'environnement semble familier, et un certain nombre de personnes rapportent même qu'elles sont capables de précognition, c'est-à-dire qu'elles sont capables de prédire ce qui va se passer dans les quelques minutes après. Ce qui est logique si on pense qu'on a déjà effectivement vécu cette scène. On a pu mettre en évidence différentes régions cérébrales qui sont impliquées dans le déjà-vu. Toutes les zones de la mémoire impliquées dans le sentiment de familiarité se trouvent ici, au cœur du cerveau. L'hippocampe, ici, en rouge, nous aide à situer nos souvenirs dans un contexte précis. Sophie a probablement un jour éprouvé de la peine en visitant la tombe de quelqu'un qu'elle aimait, tandis que la zone des cortex rhinaux, ici, en vert, ravive le souvenir sans tenir compte de son contexte. Sophie éprouve de la peine devant ce tombeau égyptien, car son cerveau l'associe à son précédent souvenir. Le cerveau fonctionne sur un mode oscillatoire, un petit peu comme des vagues qui viennent les unes après les autres. L'hypothèse qu'on fait dans le cadre du déjà-vu, chez le sujet normal, c'est que l'une de ces oscillations est ratée, un petit peu comme s'il y avait un télescopage entre deux oscillations, entre deux vagues, plutôt qu'un fonctionnement normal, continu et relativement stable. En clair, le cerveau capte donc une information, mais fait une mauvaise association d'idées, ce qui donne le sentiment de déjà-vu. Mais pourquoi Sophie a-t-elle ressenti cela en Égypte? Selon notre chercheur, il pourrait aussi s'agir d'un faux souvenir entièrement échafaudé par son cerveau. Oui, il est probable que pendant des dîners de famille, ils ont beaucoup discuté de l'Égypte. Elle a probablement entendu ce discours pendant toute son enfance. Et donc ça fait partie intégralement de ses souvenirs, de sa petite enfance, de sa personnalité. Et en situation, alors qu'elle n'a jamais mis les pieds en Égypte, elle a l'impression de revivre ceci, alors que ça n'a jamais été le cas. Donc c'est une confusion, une sorte de clash entre ce souvenir et la réalité. Nous avons posé la question à Sophie, qui nous a fait une étonnante révélation. Ma maman et ma grand-mère sont nées en Égypte, donc il y a peut-être effectivement une mémoire familiale. Mais je ne peux pas expliquer pourquoi. En tout cas, je me suis dit que ça venait de trop loin et c'était quelque chose qui me dépassait. Notre cerveau serait donc capable de s'approprier les souvenirs des autres. Et vous allez voir que l'implantation d'un faux souvenir dépend aussi d'une mauvaise association d'idées. Voici une expérience incroyable. Essayez de la faire chez vous. Le neuropsychologue va énoncer des mots, à vous de les retenir. Mouton, pull, tricot, doux, vierge, pelote, coton, couverture, écharpe. Allez-y, je vous écoute. Couverture, écharpe, coton, laine, mouton. D'accord. Vous m'avez rappelé le mot laine. Est-ce qu'il faisait partie de la liste? Oui. Absolument certaine. Oui, oui. Ce qu'il y a de très intéressant, c'est deux choses. La première, c'est que j'ai induit chez vous un faux souvenir. Vous avez rappelé le mot laine, alors qu'il ne faisait pas partie de la liste. Mais le plus important, c'est que vous étiez certaine de l'avoir vu, alors que manifestement, je ne vous l'avais jamais donné. Tous ces mots avaient en fait un point commun, la laine.
Par association d'idées, le cerveau s'est donc persuadé que ce mot faisait partie de la liste. C'est donc devenu un faux souvenir. Poursuivons notre enquête. Si l'on pouvait vivre plusieurs fois, il faudrait déjà qu'une partie de nous survive quand notre vie sur Terre s'arrête. Et sur ce point, les scientifiques ne sont pas tous d'accord. Pour en savoir plus, nous avons rencontré le docteur Charbonnier. Son métier, réanimateur. Il a déjà eu affaire à des patients que l'on disait morts et qu'il a réussi à ramener à la vie. Il nous raconte ces incroyables histoires. Toutes ces années de réanimation, j'ai collecté beaucoup de témoignages de personnes qui ont pu décrire leur réanimation. Alors que leur cerveau ne fonctionnait plus, qu'elles étaient en état de mort clinique, elles ont pu décrire les gestes précis qui étaient faits. Et ça, c'est inexplicable d'un point de vue rationnel. Le cas le plus époustouflant est celui de l'américaine Pamela Reynolds. Opérée du cerveau, sa circulation cérébrale avait été arrêtée pendant plus d'1 heure et demie. Logiquement, son cerveau n'était pas en état de fonctionner. Et pourtant, Pamela Reynolds, à son réveil, décrit toute son intervention. La conversation qui a eu lieu entre le cardiologue et le chirurgien, les gestes précis qui ont été effectués pour l'opérer, les instruments utilisés, aucune explication rationnelle pour dire comment Pamela Reynolds a pu entendre et voir ce qui se passait au moment de son intervention, au moment où son cerveau ne fonctionnait plus du tout. Mais alors, comment expliquer que son cerveau, dont l'activité était quasiment éteinte, a-t-il pu percevoir tout ce qu'il se passait? Pour notre réanimateur, le mystère reste entier. Ce qu'on sait maintenant, que nous sommes un esprit donc, qui quitte le corps au moment de la mort clinique et qui revient ensuite dans ce corps, pourquoi ne pas admettre, après tout, que cet esprit soit capable de voyager pour aller où, on ne sait pas. Il n'y a aucune preuve scientifique maintenant pour dire que la réincarnation existe, par exemple. Mais ce n'est pas très choquant d'un point de vue scientifique. Mais pour notre chercheur en neurologie, il y aurait aussi une explication scientifique. On sait que la stimulation de certaines régions cérébrales peut induire ce phénomène de sortie du corps. Par conséquent, de nouveau, un petit peu comme pour le déjà-vu, on a une explication qui est liée au fonctionnement du cerveau normal plutôt que des explications paranormales à ce type de phénomène. Aussi mystérieuse et fascinante que soit la réincarnation, la science commence à avoir des explications rationnelles. Mais les recherches se poursuivent. E égale M6, d'autres phénomènes paranormaux sous l'œil des scientifiques dans quelques instants. Restez avec nous, à tout de suite. Face à l'infiniment grand de l'univers, difficile de croire que nous soyons les seuls êtres vivants et que la Terre soit la seule planète à accueillir la vie. Mais sous quelle forme une vie extraterrestre pourrait-elle exister? Des vaisseaux spatiaux ont-ils pu venir sur Terre sans que l'on s'en rende compte? C'est notre enquête. Il existe des milliards d'étoiles et donc certainement des milliards de planètes. Difficile alors de penser que la Terre serait la seule à abriter des êtres vivants. Est-il possible que des extraterrestres habitent quelque part ailleurs dans l'univers? Sur quel type de planète? Comment pourrions-nous les rencontrer? Et y a-t-il une chance pour qu'ils soient déjà venus sur Terre discrètement, avec ou sans soucoupe volante? Reportage de Caroline Lemoine. Face à l'infiniment grand de l'univers, difficile de croire que nous soyons les seuls êtres vivants et que la Terre soit la seule planète à pouvoir accueillir la vie. Mais alors, sous quelle forme une vie extraterrestre pourrait-elle se présenter? Si les petits hommes verts existent, auraient-ils pu nous rendre visite? Des vaisseaux spatiaux pourraient-ils arriver sur Terre sans que l'on s'en aperçoive? Réponse avec des scientifiques. Depuis longtemps, l'homme se demande s'il est seul dans l'univers. Voici André Braque. Il est spécialiste de la chimie du vivant et a consacré une grande partie de sa carrière à la recherche de la vie extraterrestre. Il nous emmène dans un lieu unique en France, en Sologne, où est installé depuis 1965 un gigantesque radiotélescope. Ces grilles, longues comme 2 terrains de football, captent les moindres ondes venant de l'espace. Ce grand récepteur renvoie les ondes sur cet autre récepteur qui est sphérique. Et ce récepteur sphérique va concentrer l'onde sur le foyer qui est là, au milieu. Recevoir les ondes radio émises naturellement par les planètes, c'est le premier objectif du radiotélescope. Mais l'espoir des scientifiques va bien au-delà. On pourrait, avec ce grand instrument, réceptionner des signaux radio émis par des civilisations extraterrestres. Une civilisation extraterrestre intelligente, aussi avancée que l'homme, pourrait avoir des moyens de communication qui émettent des ondes, comme celles de nos télévisions, nos radios ou nos téléphones portables.
Mais alors, les scientifiques ont-ils déjà capté quelque chose? Pour l'instant, silence radio, on n'a pas encore capté de signal émanant que l'on puisse être interprété comme émanant d'une civilisation extraterrestre intelligente. Malgré tout, la question de la vie extraterrestre reste bien posée. Mais pour que la vie puisse démarrer sur une planète, 2 ingrédients sont indispensables. Ces éléments, c'est de l'eau. La vie est née dans l'eau et l'eau a toujours accompagné la vie sur Terre. Et l'autre élément, c'est le carbone. Le carbone, c'est comme du charbon. Et donc, à partir de cette molécule, on peut faire des systèmes de plus en plus compliqués. Et c'est ça qui fait partie de notre corps et qui permet la vie. Les scientifiques sont donc partis à la recherche de ces 2 éléments sur les 8 planètes de notre système solaire. Fin août, la sonde américaine Curiosity s'est posée sur Mars, une planète où l'on sait aujourd'hui que l'eau et le carbone sont présents. Objectif, chercher des traces de vie. Les chances de démarrer la vie sont réelles car la chimie est reproductible, comme une recette de cuisine. Si on refait à l'identique les mêmes conditions, on obtient les mêmes résultats. Aujourd'hui, les scientifiques peuvent affirmer que les petits hommes verts n'existent pas. En tout cas, pas dans notre système solaire. Mais qu'en est-il du reste de l'univers? Depuis près de 20 ans, grâce aux moyens modernes de l'astronomie, les chercheurs peuvent enfin observer les planètes situées autour d'autres étoiles que le Soleil, qu'ils ont baptisées exoplanètes. Sur les 800 qu'ils ont découvertes, 2 présentent des conditions similaires à celles de la Terre. Elles pourraient donc être habitées par des êtres qui nous ressemblent? Ils ne nous ressembleront pas exactement car les humains sont le résultat de 2 évolutions. L'évolution lente par la contrainte de l'environnement qui sélectionne celui qui s'adapte le mieux et des cataclysmes. En clair, si l'homme est apparu, c'est à la suite d'une catastrophe survenue il y a 65 millions d'années et qui a causé la fin des dinosaures. Si cela ne s'était pas produit, la Terre serait probablement peuplée de dinosaures intelligents, mais pas d'hommes. Mais revenons aux exoplanètes. Si elles sont habitées, peut-on imaginer que ces extraterrestres aient pu nous rendre visite? Voici Thibaut Alexandre, jeune facteur passionné par les ovnis, les objets volants non identifiés. Il est aujourd'hui devenu un expert reconnu en la matière. Il y a 10 ans, il a fait une observation très surprenante. C'était le 10 mars 2002, donc un point qui est apparu comme ça soudainement, qui est resté fixe pendant 5-10 minutes, qui s'est éteint. Un quart d'heure plus tard, le point réapparaît, au même endroit, etc., etc. Très étonné, Thibaut cherche une explication à ce qu'il a vu. Il pense instinctivement à une soucoupe volante. Mais après 5 ans de recherche, il trouve enfin la vraie explication. C'était des satellites géostationnaires qui, 2 fois par an, sont éclairés par le Soleil. Donc en fait, le Soleil se reflète sur les panneaux solaires de ces satellites. Et donc là, c'est un peu comme quand vous vous amusez à aveugler votre voisin de classe avec le verre de votre montre. Donc pendant quelques minutes, les panneaux reflètent la lumière du Soleil. Et au bout de 5 minutes, quand l'alignement n'est plus parfait, le phénomène s'éteint. Et oui, c'est incroyable. Ces satellites installés à 36 000 km de la Terre peuvent être vus à l'œil nu quand les rayons du Soleil frappent leurs panneaux. Ils agissent alors comme un miroir et renvoient la lumière vers la Terre. C'est ce qui crée ces points lumineux que Thibaut a repérés. La plupart des gens qui croient voir des soucoupes volantes voient en fait des avions, des astéroïdes ou des lanternes thaïlandaises, et même la Lune. Mais 15% des ovnis restent un mystère pour les scientifiques. Aujourd'hui, Thibaut collabore avec l'Agence spatiale française et les zététiciens, des scientifiques qui étudient les phénomènes paranormaux. Et son avis est maintenant tranché. Les ovnis, objets volants non identifiés, existent bien, par définition, c'est quelque chose que les témoins ne parviennent pas à identifier. Les soucoupes volantes, ça signifie vaisseaux extraterrestres, etc., jusqu'à preuve du contraire, n'existent pas. Mais pourrait-on imaginer qu'un vaisseau ait pu pénétrer dans notre atmosphère sans qu'on s'en rende compte? Nous avons posé la question à Jérémy Vaubaillon du Centre de recherche en astronomie et astrophysique de l'Observatoire de Paris. Alors là, dans la petite boîte, se trouve la caméra de l'Observatoire de Paris. Il y a là exactement la même caméra au pic du Midi. On voit tout ce qui se passe dans l'atmosphère, donc jusqu'à peu près 100 km au-dessus de nos têtes. Et puis dans un rayon d'environ 400 km. Donc elle couvre une grande partie de la France. Et dès qu'il y a quelque chose qui rentre dans l'atmosphère, on peut le détecter avec ces caméras.
En plus de ces caméras qui scrutent le ciel jusqu'à 100 km au-dessus de nos têtes, des télescopes sont présents un peu partout sur le globe. Ils peuvent voir ce qui se passe au-delà de notre atmosphère. Et pour pallier l'absence de surveillance au-dessus des océans, dans lesquels on ne peut installer ni caméra ni télescope, des satellites tournent autour de la Terre et assurent une surveillance permanente. Et donc, qu'on soit dans l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, le ciel est couvert en permanence. Et donc, en effet, s'il y a un vaisseau spatial qui approche de la Terre, il y a beaucoup de chances qu'on le voie. Mais alors, avons-nous des chances de rencontrer un jour les habitants d'autres planètes? Pas sûr, car il faut savoir qu'une fois dans l'espace, les distances ne s'évaluent pas comme sur Terre. Elles se mesurent en années-lumière. Explication. Si on voyageait à la vitesse de la lumière, pour aller à la prochaine étoile, il faut déjà 4 ans. C'est-à-dire que vous faites un aller-retour, vous avez déjà 8 ans. Pour aller vers la galaxie spirale la plus proche, il vous faut 2 millions d'années. Donc au bout de 2 millions d'années, il y a de grandes chances que, vous n'existez plus, ou bien que eux n'existent plus, ou bien que ils aient changé de place, etc. Donc c'est vrai que les chances de se rencontrer sont quand même très faibles. Une contrainte qui n'empêche pas les scientifiques d'espérer et de continuer leurs recherches. Et pour cause, il y a seulement 43 ans, l'homme faisait ses premiers pas sur la Lune. Et depuis, la conquête de l'espace n'a cessé d'avancer. Alors, qui sait ce que nous pouvons encore découvrir? E égale M6, c'est terminé. On se retrouve bien sûr dimanche prochain. D'ici là, passez une très bonne soirée sur M6. Au revoir.